Bonjour et bienvenue dans Capsule Z, le podcast dédié au film Dragon Ball Z. Moi, c'est Ika et je suis toujours accompagné de Zef. Salut Zef. Salut tout le monde. Alors on est content de vous retrouver, malgré l'actualité virale du pays. Pour nous, ça change pas grand-chose, voilà, on enregistre en ligne, voilà, le mythe est brisé. Et ça change un peu de setup en termes d'enregistrement malgré tout, mais pas de souci en termes de rythme, on devrait pouvoir continuer un épisode toutes les 2 semaines. Alors également, petite annonce, on a décidé de changer l'horaire de parution de Capsule Z, voilà une petite modification. On sortira désormais les épisodes à 18h, voilà, donc pour les plus alertes d'entre vous, le rendez-vous est désormais le mercredi à 18h. Et alors du coup, le film du jour, c'est le combat fratricide. Zef, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film ? Alors ouais, pour ce qui est de la fiche technique du film, donc Dragon Ball Z, le combat fratricide, sorti au Japon sous le titre La super bataille décisive autour de la Terre, avec plein d'adjectifs vraiment super fun. Ce film, il est sorti le 7 juillet 90, toujours dans le cadre du Toei Anime Fair, qui était cette fois-ci un épisode spécial Akira Toriyama. Alors le réal, c'est toujours Daisuke Nishio, comme pour les 2 premiers films, et le film est sorti entre les épisodes 51 et 52, à savoir pendant l'arc Namek, très précisément au moment où Krillin voit son potentiel révélé par le grand sage de la planète. Et du coup, Zef, cette semaine, c'est à toi de nous faire le résumé du film. Dans l'espace, une mystérieuse sonde passe au-dessus de la Terre. Pendant ce temps, juste en dessous, Krillin, Olong et Bulma ont sorti les brochettes et se tapent un petit camping sauvage. Gohan les rejoint, le sac rempli de cahiers de vacances que sa daronne lui a confié, et pendant ce temps, la sonde mystérieuse fait une Luke Skywalker et s'écrase à 200 mètres du campement des héros, en provoquant au passage un incendie qui ravage la forêt. Gohan, équipé de sa meilleure coupe au bol, sauve un petit dragon et devient immédiatement son meilleur pote. Avec Krillin, ils éteignent l'incendie à coups de kiaï et ils rasent le bois au passage. Heureusement, Krillin a l'idée absolument inédite de récupérer les Dragon Ball pour reconstituer la forêt, et un générique plus tard, la forêt est reconstituée et Shenron taille la route direction le prochain OAV. Le lendemain, les cigales d'animé profitent du soleil pendant que la mystérieuse sonde sort de terre et s'aventure dans la forêt. Au même moment, dans l'espace, une bande de soldats extraterrestres attendent dans l'ombre, parce que sinon ça marche pas. Le chef des soldats explique que Goku est censé avoir ratiboisé la Terre il y a longtemps, mais heureusement cette erreur tombe nickel puisqu'elle est du coup suffisamment fertile pour accueillir l'arbre de puissance. Pendant ce temps, Goku et Gohan prennent leur bain dans un tonneau rouillé comme des vrais bonhommes, et alors que Chi-Chi rajoute quelques bûches au feu, une ombre mystérieuse surgit derrière elle. Est-ce un sbire maléfique prêt à en découdre ? Non, ce n'est que le petit dragon qui est très attaché à Gohan et qui vient prendre des nouvelles de la famille. Évidemment, Gohan se fait burn par sa daronne, en mode t'as vu tes notes, arrête de traîner avec les potes de ton père, c'est qu'une bande de camés, et puis c'est quoi ce dragon, c'est hors de question qu'on le garde, c'est des responsabilités, nanana. Franchement, la blague sur les camés, incroyable. Heureusement, Goku, qui est un bon père irresponsable, trouve une grotte dans laquelle planquer la bestiole le temps que Chi-Chi se fasse à l'idée de l'adopter. Transition éclatée pour personnage éclaté, Yamcha se balade dans son aéronef flambant neuf, qui lui a coûté un bras et 15 ans d'endettement. Au même moment, Piccolo, beaucoup plus sérieux, médite sur une cascade. Alors ils ressentent tous deux une même force mystique à proximité, et évidemment elle est extraordinaire. La force en question, c'est un des mystérieux soldats qui creuse une gigantesque faille dans le sol pour y planter la graine du mystérieux arbre. Celui-ci, l'arbre, envoie ses tentacules géants détruire la région, et très vite le sommet de l'arbre recouvre le ciel tandis que ses racines font disparaître forêt et gratte-ciel. C'est la galère. Pendant ce temps, toute l'équipe est rassemblée autour de ce con Yamcha qui a planté sa caisse. Le dragon arrive pour prévenir Gohan du danger, sauf qu'il sait pas parler. Donc il tape au carreau et tout le monde le prend pour un con. Heureusement, Kaio prévient Goku que l'arbre de puissance qui pousse absorbe l'énergie de la planète pour y faire pousser des fruits de puissance ultime, et que ça va être la zone maximale dans pas longtemps. Goku chauffe ses potes pour aller déraciner le gros arbre maléfique, et une fois arrivé devant, il capte que c'est vraiment un très gros arbre, un truc du genre Monsanto. Alors on entend des rires de méchants, et ils sont là pour défendre l'arbre de puissance. Ils font pousser l'arbre de puissance en fait pour battre Freezer, et pour devenir les vrais maîtres de l'univers. Vraiment un plan très original. Yamcha, lui, commence à gueuler parce qu'il est là pour faire jouer l'assurance. Il a pas compris que c'était du sérieux. Tout le monde sort ses meilleures techniques, mais les méchants sont déterminés à ne signer aucun constat, et il casse la gueule de tout le monde. À ce moment-là, le vrai méchant sort de son vaisseau et se présente auprès de Gohan. Son nom c'est Thalès, et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Goku. Apparemment, ils ont fait l'école maternelle ensemble, un truc comme ça, pas bien compris. Enfin bref, Thalès est convaincu qu'il va mettre en tête de Gohan l'esprit de conquête des Saiyajin. Piccolo arrive pour sauver son neveu des griffes du méchant guerrier de l'espace, sauf qu'en fait il sauve rien du tout. Thalès l'envoie paître en une attaque, et ensuite il fait repousser la queue de singe de Gohan, on sait pas trop comment, et il envoie dans le ciel une lune artificielle, on sait pas trop comment non plus. Gohan, hypnotisé par la lumière lunaire, se transforme en singe géant et se met à tout déglinguer. Goku essaie de raisonner son fils, mais même le Kaioken suffit pas, et Gohan lui colle une mandale de kaiju. Le sol s'ouvre sous leurs pieds et ils tombent dans un lac souterrain.
Le singe géant est sur le point de transformer son père en purée mousseline, mais Aya Dragon arrive et parvient à le raisonner. Gohan se retourne contre Thalès qui charge son attaque ultime, un espèce de donut de lumière ultra puissant. Goku coupe la queue de son fils qui reprend forme humaine. Goku lui promet qu'ils iront à Jardiland dès qu'il aura mis sa race à son double maléfique. Après quoi, Goku sort de la grotte, élimine le commando Ginyu Echo Plus d'un enchaînement bien senti, pendant que Piccolo profite de la confusion pour lancer une attaque surprise contre Thalès qui l'envoie à nouveau valser. Les racines de l'arbre font leur trajet à la surface de la Terre qui ressemble à un mauvais lendemain de soirée, et le combat final se prépare. Thalès in Shape croque dans un des fruits de l'arbre de puissance et multiplie son tour de biceps par 15, il fait le poseur et met Goku à terre en 2-2. Goku tente un multiplicateur bonus grâce au Kaioken, mais sa puissance s'avère insuffisante. Alors il entend les voix des gens qu'il aime implorer d'utiliser le Genki-Dama. Ses amis lui permettent de gagner quelques secondes, et Goku fait appel aux dernières forces de la planète pour lancer sa dernière attaque, qui est éclatée au sol. Thalès lance un rire de méchant au visage d'une planète épuisée, et une lumière chaude et bienveillante appelle Goku qui compte ses dents. Et cette lumière, c'est la véritable puissance de la Terre, contenue tout ce temps dans l'arbre de puissance. Goku parvient à se redresser, il marche vers Thalès et vers la lumière, et c'est l'heure de l'échange final. Au sommet de l'arbre, dans une musique dramatique, les deux guerriers dégainent. Goku envoie un second Genki-Dama à pleine puissance. Incapable de riposter, Thalès vole en éclats dans une explosion de lumière dorée qui recouvre bientôt la planète. Le cœur de l'arbre géant est détruit et l'énergie volée est restituée aux êtres et aux choses de la Terre. Gohan et ses amis peuvent maintenant profiter de leur camping sauvage supplément sardine grillée, tandis que Piccolo, comme à son habitude, repart s'entraîner auprès de sa cascade. La Terre est sauvée. Alors chez Capsule Z, vous savez, on aime beaucoup les introductions, donc on va commencer par le bon bout, hein. On va tout de suite papoter un peu de cette scène d'introduction très bucolique, scène de camping à la rivière, où on retrouve donc Oolong, Tortue Géniale, Bulma et Krillin. C'est une scène, moi personnellement, que j'ai trouvé assez sympathique, vraiment dans l'esprit filler Dragon Ball Z qu'on adore. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène ? Ouais, elle est mignonne, j'ai bien aimé... J'ai bien aimé la façon qu'avaient les persos de traîner là au bord de la rivière. Enfin, le cadre déjà est mignon comme tout. Et puis il est attachant et ça met en place ce qui va se passer tout de suite après. Donc c'est sympa aussi d'avoir des persos qui sont dans un endroit hyper plaisant, qui va ensuite être le cadre d'un incendie terrifiant. Donc ouais, c'est coolos de les voir un peu traîner au bord de la rivière, ça change un peu de la Kame House dans laquelle on voit tout le temps Bulma et Oolong qui ont rien à faire là. Enfin voilà, c'était chillos, ouais, c'était mignon. Disons que ça permet de resserrer les liens entre les personnages, donc qui s'étaient déjà croisés dans les anciens OAV, hein, je pense à Oolong et Gohan. En fait, ça permet de aussi poser un cadre et des enjeux, c'est-à-dire que la nature, en fait, c'est quelque chose dont on peut profiter en allant faire un petit camping sur des galets à une rivière... voilà, entre copains et tout. Enfin, il y a quelque chose de très accueillant, de très invitant dans cette petite scène. Voilà, moi j'étais très content des petites blagues qu'il y a avec Oolong notamment. Ouais. Ça marche plutôt bien et voilà. Perso, j'ai trouvé que ça posait les enjeux, tu vois. C'est toujours bon à prendre d'avoir ces petits moments, comme tu dis, avec les persos qui vivent une vie qui n'est pas la vie du Neketsu à 100 à l'heure, quoi. C'est plutôt cool. Je rebondis juste sur cette petite scène là qui est marrante parce que le moment où Gohan arrive, ça casse un peu déjà ce côté bucolique avec son sac qui est rempli d'affaires, qui est rempli de trucs qui n'ont pas nécessairement une utilité quand on va faire du camping sauvage avec les potes, quoi. La daronne qui a rempli le sac à fond de cahiers de vacances et de cours de maths. Enfin, le mec a pas 2 minutes pour se poser avec ses copains. Il faut tout le temps qu'il ait le nez dans les bouquins, quoi. Enfin, c'est... Ce qui est marrant, en fait, aussi, c'est simplement que c'est extrêmement vrai, quoi. Je veux dire, quand tu pars en camping, t'as toujours un pote qui ramène trop, quoi. Qui a 5 valises, le mec il a ramené 5 trousses de premiers soins alors que tu pars une nuit dans la forêt, tu vois. C'est un mec il a ramené 5 cannes à pêche différentes alors que le ruisseau fait 30 cm de profondeur. Enfin, c'est toujours ahurissant et du coup voilà, la caricature est bonne, d'autant plus que son chara-design est vraiment chouette. Moi j'adore sa petite tenue d'explorateur là. Ouais, la tenue d'explorateur avec le gros sac à dos qui fait 3 fois sa taille, c'est mignon. Ouais. Mais oui, en plus c'est drôle parce que la première fois que tu vois Gohan, tu le vois de dos et t'arrives même pas à savoir qui c'est avant qu'il parle. Mais c'est un peu une scène qui évoque le départ à Namek en fait. Oui, c'est vrai. Quand Chichi justement soigne Gohan à fond, l'habille, tu sais, un peu picobello avec une petite coupe de cheveux au bol et lui il est tout gêné parce qu'il a vraiment la gueule d'un con. C'est vrai qu'il a la coupe, ouais. Alors que Krillin et Bulma se sont préparés, limite ils sont en jog, ils savent que le voyage va prendre 6 mois, donc ils se sont mis vraiment à l'aise, et Gohan il est sur son 31 à cause de sa daronne. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a un petit rappel avec cette séquence là qui est assez marrante dans l'animé.
avec cet argument que si tu croises des aliens, il faut être sur 131, quoi. Ouais, c'est super drôle. Alors c'est la scène d'introduction où on voit les premiers personnages, mais c'est vrai qu'il y a quand même les 2-3 premiers plans du film. C'est cette espèce de sonde extrêmement inquiétante qui voyage donc dans l'espace. Et en fait, on suit un peu cette sonde. Alors il s'avérera plus tard que c'est l'espèce d'araignée qui sort, voilà, qui a provoqué l'incendie, qui est une espèce de drone à la charge de Thalès. Mais voilà quoi, on a tout de suite presque ce point de vue de la sonde. Tu sais, ça commence comme un Star Wars, quoi. T'es dans un vaisseau, t'es avec un vaisseau dans l'espace, et en fait, voilà, la Terre est menacée immédiatement. Et soudain, donc, drame, on a des superbes plans étoilés donc sur une forêt, hein, à proximité de là où se trouvent donc, les protagonistes. Et la sonde, qu'on voyait au tout début du film, atterrit au loin, dans des plans voilà, moi, que j'ai trouvé vraiment somptueux. Les couleurs sont super belles. Et cette sonde, l'atterrissage de cette sonde provoque un incendie, donc qu'on voit toujours à peu près dans le même plan. Et là, c'est le dawa, les arbres sont en feu, les animaux sont apeurés, et c'est le bordel immédiatement. Et j'ai trouvé cette scène super belle. J'ai trouvé le choix de couleurs vraiment brillant. Il y a un contraste bleu-rouge qui était vraiment, vraiment ouf. Je trouve un peu les couleurs principales du film même. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais tu vois, même dans le... J'ai trouvé même, j'anticipe un peu, mais même dans le design de Thalès, bleu-rouge, tu vois, il y a toujours un peu ce fil conducteur dans le film, quoi. On aura le temps de le développer, voilà, au fil de l'émission, mais pour moi, le gros point fort du film, c'est sa direction artistique, quoi. Clairement... les palettes sont nickel, les choix de plans sont toujours riches et sont toujours somptueux. Et ouais, déjà, rien que ce début avec cet incendie, il y a quelque chose d'assez magnifique et d'assez terrifiant en même temps, quoi. Les plans qui m'ont le plus marqué dans cette scène d'incendie, c'est vraiment les plans un peu pris en plongée avec tous les animaux qui fuient. Et ce qui est marrant, c'est que les animaux sont pas du tout des animaux typiques de la forêt, ou en tout cas de la même forêt, ou de l'impression qu'on pourrait se donner d'une forêt, on va dire, typique, quoi. Et donc là, il y a vraiment des singes, des biches, il y a un dragon, bon, on va en reparler parce que c'est un personnage central du film, mais voilà, il y a plein de bestioles qui sont censées pas être ensemble dans la même forêt, et cette forêt a un peu un côté magique qui est marrant et qui est d'autant plus intéressant qu'elle est en train de brûler, quoi. Il y a un feeling Arche de Noé, je trouve, un peu. Il y a un peu ce délire de... c'est comme si cette forêt brûle et par extension, toutes les forêts brûlent. Ou alors, ces animaux sont emmerdés, donc tout le règne animal est emmerdé par cet incendie. Je trouve qu'il y a un côté, justement, par la variété des animaux et le côté vraiment catastrophique, c'est vraiment... ça accentue encore la catastrophe écologique, tu vois, la catastrophe vraiment incendiaire. De la même façon qu'on va avoir plus tard une ville détruite, et on va comprendre que cette ville détruite, c'est la représentation de toute la civilisation humaine qui est en train de prendre une mandale, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on constatait déjà dans le deuxième OAV, le robot des glaces. C'est vrai qu'il y a toujours un immense intérêt de la part de la série Dragon Ball Z à l'égard de l'écologie, de la nature. Voilà, on va peut-être éviter de s'apesantir trop sur la question écologique à proprement parler et destruction de la nature, puisque voilà, on en a déjà pas mal parlé dans le deuxième épisode. On vous invite à l'écouter pour un peu savoir ce qu'on en pense. Mais voilà, en tout cas, c'est encore une scène de destruction de la nature, encore une scène très impressionnante et qui pose immédiatement les enjeux. Et juste pour conclure sur cette discussion-là sur l'incendie, il y a quelque chose qui m'a interpellé alors qu'en fait c'est tout à fait naturel, c'est l'usage du Kamehameha par Krillin, qui en fait se sert du Kameha pour éteindre les flammes. Alors il n'y a pas de laser, mais il éteint les flammes avec une onde de choc qu'il forme avec un Kameha, et je me suis dit putain, c'est quand même bizarre. Et en fait non, c'est la fonction de base presque du Kamehameha, utilisée par Tortue Géniale au début de Dragon Ball tout court. Ouais, pour éteindre les flammes de la montagne. Exactement. Et donc on va avoir la quête des Dragon Ball qui va permettre de réparer la forêt dans le générique d'intro du film. Contrairement aux deux premiers OAV où on avait le générique classique, même s'il avait été modifié dans le premier, mais je reviens pas là-dessus, là on a vraiment un générique donc avec c'est Shala et Shala, si je dis pas de bêtises, la musique, mais on a des images qui sont en fait la suite du film, avec la quête de Krillin et Gohan qui vont dans des environnements différents récupérer les Dragon Ball.
qui vont croiser, Tenshinhan et Chaos qui vont les aider. Et donc on a vraiment cette petite scène, ce petit clip en fait, c'est un petit clip de récupération de Dragon Ball qui dure le temps du morceau, donc ça doit être 1 minute 30, un truc comme ça. Et c'est vraiment sympa pour 2 raisons. La première, c'est que ça permet de pas s'apesantir sur la quête de Dragon Ball. Et la deuxième, c'est que ça permet directement d'enchaîner, dès que le générique est fini, sur l'arrivée de Shenron, qui est, entre parenthèses, vraiment génial, je trouve. Je sais pas si tu te souviens de ce plan, mais il y a vraiment Shenron qui apparaît gigantesque devant tous les animaux qui sont devant lui et qui attendent quelque chose, quoi, dans la forêt en poussière. Et il y a un espèce de plan parallaxe avec tous les arbres morts. Oui, tout à fait. Avec Shenron au fond et les arbres devant qui se déplacent latéralement. Et ça donne vraiment une impression de puissance et de toute puissance en fait à Shenron, encore une fois. Et c'est marrant parce que d'un côté, c'est une scène qui est vraiment faite pour expédier les Dragon Ball en 30 secondes, qu'on puisse ensuite développer d'autres personnages, d'autres situations. Et d'un autre côté, le soin apporté à la mise en scène de Shenron est encore là. Et du coup, je trouve un peu cet équilibre assez sympa, quoi, assez plaisant. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de cette arrivée alors d'une part du générique et d'autre part de l'arrivée de Shenron dans le film. Alors je suis d'accord sur cette question de rythme, hein. Je trouve que là, en 2 temps, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'en 1 minute 30, même pas, t'as la quête des Dragon Ball. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette d'avoir un générique qui diffère un peu. Alors j'ai cru lire que c'était vraiment parce que c'était une édition spéciale Akira Toriyama, du coup ils ont fait un générique spécial. Alors je sais pas en quoi c'est lié, mais vraiment c'était pour célébrer l'occasion. Et j'ai trouvé que c'était déjà le lieu de scénettes super marrantes. Ouais. Tu vois, t'as Gohan qui fuit un volcan avec une coulée de lave, qui fuit un dinosaure et tout, c'est super drôle. Il y a le plan du dinosaure qui est le plan du générique, ouais, sauf que là il a changé de tenue puisqu'il a la tenue d'explorateur et pas la tenue d'entraînement de Piccolo. Ça c'était marrant comme petit détail. Ça c'est super drôle, ouais. Et aussi, je trouve que, tu vois, toi tu dis que Shenron est imposant, mais justement je trouve que ce côté imposant est déjà présent dans le générique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnages sont souvent montrés tout petits à l'image, dans des décors qui sont gigantesques. Et en fait, tu les vois chercher les Dragon Ball, tu les vois galérer dans un champ à chercher, tu les vois survoler des zones entières, tu les vois, voilà, comme je le disais, à côté de volcans. Et je trouve que ça conforte encore cette idée que les Dragon Ball, c'est des objets absolument légendaires et mythiques, qu'il faut parfois passer des heures à chercher dans des décors somptueux, là aussi, qui t'écrasent. Et voilà, j'ai trouvé ça... les images sont tellement belles. Enfin, franchement, moi, je vous conseille d'ores et déjà de mater le film juste pour ses décors, quoi. Dans le générique, il y a une 15aine de plans qui peuvent être vos faux d'écran, quoi. C'est super beau. Ouais, c'était vraiment magnifique. J'étais vraiment très très content de ce générique. Et pour l'apparition de Shenron, je te rejoins tout à fait. Il est extrêmement imposant et il est terrifiant même. C'est bien pour ça que tous les animaux se cramponnent. Il y a même le petit lapin, à un moment, il y a un petit lapin qui va se cacher derrière une biche. Sauf ce comte dragon, Aya Dragon, donc le pote de Sangohan, qu'il a sauvé donc, dans l'incendie, qu'on retrouve et qui en fait essaye d'affronter Shenron. Il fonce vers lui. Alors tu sais pas trop, t'as un peu l'impression qu'il défie Shenron. Et Gohan qui est obligé de s'interposer, j'ai trouvé ça très drôle, cette espèce de rivalité, cette espèce de naïveté, comme si le petit dragon il allait faire quelque chose contre Shenron. Puis juste après, il y a Shenron qui dit bon, vous le formulez votre vœu, j'ai pas que ça à faire. Et déjà il y a cette petite tonalité comique qu'on va retrouver chez Shenron de temps en temps avec cette espèce de dragon gigantesque, mais qui a quand même la goutte sur le front en mode vous êtes tout le temps en train de m'appeler pour des conneries, vous pouvez pas me lâcher 2 minutes quoi. Ah, il est impatient, hein. Ouais. Et alors justement, le dragon qui défie Shenron, c'est pas n'importe qui. Donc comme je le disais, c'est le dragon qui a été sauvé par Gohan. Et c'est le dragon donc qui va l'accompagner pendant tout le film, du début jusqu'à la toute fin. Ça va être son meilleur pote, un dragon voilà, qui fait à peu près, je sais pas, 1m70, quelque chose comme ça, peut-être 2 mètres. Un dragon absolument mignon. Et bon, vous savez qu'à Capsule Z, on a une affection toute particulière pour ce dragon. C'est notre logo littéralement. C'est le dragon. C'est le dragon. Et donc voilà, son petit nom c'est Aya Dragon. Et juste après l'avoir sauvé, en fait, Gohan va se vraiment lier d'amitié avec ce petit dragon. Alors il me semble qu'on le retrouve dans les fillers de Dragon Ball Z. On va le retrouver dans d'autres films de toute façon, hein. Il est présent dans, je crois, 3 films au total, donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais ouais, ce film déjà pose en fait la relation entre Gohan et Aya Dragon qui est mignonne, quoi, c'est sympa. Le dragon est un peu insupportable, il est toujours en train de piailler, il est toujours en train de faire le con à droite à gauche. Il y a des séquences au milieu du film où Gohan et le petit dragon là sont dans la forêt, ils prennent leur bain dans la rivière ensemble, ils font des siestes dans les champs, ils lui donnent à manger, etc. C'est toujours archi mignon et c'est bienvenu, quoi. Ça fait des petites respirations au film, c'est sympa.
Il y a une petite musique aussi qui est super chouette, qui accompagne ces petits moments aussi très bucoliques, hein. T'as plein de fleurs au sol, ils vont se balader, Gohan il dort sur le ventre du dragon, il le frotte avec une petite brosse pour le laver. Moi j'ai fondu 15 fois, c'est adorable. Franchement, c'est trop fort. Et vraiment, la petite musique, hein, allez l'écouter, elle est vraiment super chouette. C'est vraiment tout mignon, c'est tout ce que j'attendais de la relation Gohan et Aya Dragon, ça marche trop bien. Elle est trop cool cette relation parce que Gohan il a pas vraiment de pote en fait dans tout Dragon Ball. Il se fait un pote dans la personne de C16 mais quand il est ado, mais avant ça, vite fait Dende on pourrait dire que c'est son pote, mais sinon à part Krillin, Bulma et en fait les potes de son daron, il a pas de pote à lui quoi. Et quelque part le dragon c'est vraiment son premier vrai pote. Et je trouve ça trop cool d'avoir le côté pas juste Gohan personnage avec du potentiel qui est là pour sauver son père, pour aider sa famille, etc. Mais aussi Gohan personnage en tant que tel qui est là pour aller chiller avec ses potes dans son coin. Et c'est sympa parce que du coup ça développe aussi le rapport qu'ont ses propres parents à cette amitié que Gohan construit avec la daronne qui est tout de suite là. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Non, déjà que les potes de ton père sont des sales fous. Si en plus tu commences à traîner avec des dragons, c'est fini, tu vois. Et Goku 5 minutes plus tard qui est là, viens voir, j'ai trouvé une petite grotte dans la forêt, on va lui faire un petit lit de paille et tout, il y a une caisse avec des fruits, enfin, c'est vraiment sympa parce que ça caractérise du coup aussi les parents dans un autre cadre que le cadre de toujours, il y a des méchants qui arrivent, il faut se touiller quoi. Là c'est vraiment la vie de famille qui est au cœur de ce truc quoi, et c'est super sympa. En fait ce que pose cette OAV c'est vraiment la relation de Gohan aux animaux en fait, à la fois au tout début du film avec l'incendie mais aussi pendant tout le film avec ce dragon qui devient son ami. Alors on en parlera un peu plus tard sur les scènes on va dire ultérieures dans le film, donc je pense notamment à la transformation de Gohan en Uzaru, donc le gros singe, et Aya Dragon. Alors là, on reviendra sur ces scènes un peu plus tard, mais voilà, en fait ça pose immédiatement dès l'introduction. Mais alors moi j'étais très content, hein, mais il y a vraiment eu beaucoup de scènes d'exposition avec Gohan et le dragon, et c'était absolument bienvenu de mon point de vue. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit le dragon parfois seul, qui évolue dans la forêt, qui évolue dans la nature. Et ce que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'il y a danger, ça va être un des premiers à se rendre compte du danger et en fait à essayer de prévenir Gohan. De la même manière que Kaio prévient Goku. Et donc, il y a cette espèce d'instinct animal chez le dragon qui, voilà, toi tu l'as trouvé insupportable. Moi, j'ai trouvé le doubleur insupportable parce que c'est une espèce de petit cri là. Disons qu'il est très bavard pour un dragon. C'est vrai, il ferme jamais sa gueule. Et pour revenir à la relation Goku-Gohan, bon, il y a une scène qui a dû te plaire, Zef. Il y a forcément une scène où Gohan prend son bain avec Goku dans un tonneau. La scène de bain dans le tonneau, si on doit se l'infliger à chaque fois, moi je serais là. Hein. Je trouve ça toujours trop drôle. La dernière fois, c'était juste Goku dans le tonneau. Bon, déjà, c'était drôle. Et là, Goku, Gohan, il y a vraiment déjà ce côté bain familial japonais. Tout le monde prend son bain en même temps. Et en plus, comme les gonzes ont leur maison au milieu du rien, il y a le côté vraiment récup de tiens, on est allé chercher ce tonneau, on met de l'eau dedans, ça fait des chocs à pic. Enfin, moi, je trouve ça trop cool, quoi. Puis il y a cette petite scène avec donc Goku et Gohan, donc dans le film, sont là. On fait un concours d'apnée. Et cet enfoiré de Goku fait des chatouilles à son fils. Et Chichi, qui prend la pression à cause du dragon, va chercher la tête de Goku dans le bain. Mais en fait, elle aussi, elle fait des chatouilles à Gohan. Donc Gohan, il en peut plus, il pète les plombs et il sort la tête de l'eau. Et là, il voit le dragon. Enfin, c'est une petite scène hyper comique, mais en même temps hyper mignonne parce qu'elle met en scène toute la famille, tout le cercle familial d'un coup. Et c'est, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, quoi. Mais la famille, c'est pas seulement le cercle familial de Goku, mais c'est aussi en fait tous ses potes qui s'est fait au fur et à mesure de ses aventures. Et un truc intéressant qu'on a dans ce film, c'est que c'est le premier film où on a quasiment tous les Z-Warriors rassemblés. On a Tenshinhan et Chaos qui apparaissent pendant le générique, mais on a aussi Yamcha qui prend une place terrible dans ce film, et que pour des situations absurdes, à savoir, le mec s'est payé une bagnole qui lui a coûté un bras, et l'explosion qui est provoquée par les méchants pour planter l'arbre magique au milieu du film nique cette bagnole. Et donc on a une scène qui est complètement surréaliste pour un film Dragon Ball, où on retrouve Yamcha et toute la clique chez Goku et Chichi, et Yamcha est juste là à se plaindre d'avoir pété sa caisse, et je comprends pas cette scène en fait, je comprends pas ce qu'elle fout là, sinon pour mettre en valeur le dragon qui arrive après et qui essaie de prévenir du danger.
et pour tout simplement accélérer ensuite la fin du film et expliquer le fait que tous les persos viennent se taper dans un espèce de battle royale contre les méchants, quoi. Mais ouais, cette scène avec Yamcha est vraiment hyper bizarre, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Moi, j'ai bien kiffé parce que, alors déjà, je trouve que Yamcha, avec son petit costume bleu, il a une vibe Yakuza hors du commun. Moi, j'achète. Donc, vraiment, Yamcha qui essaye de pécho des petites gonzes en costard-cravate avec son aéronef, là, et qui arrête pas de frimer chez Plume en mode elle est bien ma caisse, hein. Moi, je le prends tout de suite. Et aussi, ce que j'ai kiffé, c'est que après l'explosion, tu vois, t'as Bulma, qui est toujours sa copine, hein, à l'époque, a priori. Qui déboule et qui lui dit quoi, mais tu t'es endetté, t'as pas pensé au prix que ça coûtait et tout. Et genre, moi dans ma tête c'était meuf, t'es la nana la plus riche de l'univers et t'acceptes que ton mec se s'endette sur 15 ans. Tu sais, j'étais en mode mais ça marche pas, quoi. Mais c'est la relation Yamcha-Bulma qui est pétée du début à la fin, et enfin c'est hyper marrant, quoi. Et sinon, pour conclure sur les protagonistes, il y a Piccolo qui est coach en développement personnel à la cascade. Voilà. Le mec passe vraiment tout son film à faire du yoga, quoi. C'est débile. Plus sérieusement, il est extrêmement inutile dans le film, Piccolo. Ouais. C'est incroyable, hein. Il se fait péter la gueule une fois lorsque Thalès essaye de faire Nappa grandeur nature quand justement Piccolo s'interpose pour essayer de sauver Gohan. Et ça marche pas du tout, hein. Il se fait tout de suite humilier. Il lui crame sa cape, c'est pas sympa. Ouais, il faut la refaire à chaque fois, c'est chiant, quoi. Et ensuite, Piccolo, il joue à Dalsim. Il revient vers Thalès, donc plus tard lors des affrontements. Et pareil, il se fait exploser en 3 coups. Et voilà, fin de l'histoire, quoi. Piccolo hors jeu. Alors à la toute fin, il essaye de faire diversion avec les autres guerriers Z lors du Genkidama. Mais vraiment, zéro, quoi. Piccolo, il sert à que dalle. Alors, franchement, ça fait un peu de respiration après 2 OAV où il était quand même un des personnages vraiment principaux de l'œuvre. Mais là, c'est insultant. Mais là, on touche un point qu'on va commencer ici et qu'on va développer ensuite en parlant des antagonistes. Mais le point faible du film, c'est vraiment que les personnages, mis à part le cercle familial de Goku, les personnages secondaires ne sont pas développés, quoi. Et on a vraiment toute l'équipe Z qui est là pour servir de punching ball pendant toute la deuxième moitié du film. Et on a tous les antagonistes qui sont là à juste servir de mettre des boîtes au punching ball du film, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc assez étrange de ce film. On va peut-être pouvoir d'ailleurs vous parler de ces antagonistes. Je sais pas ce que t'en penses. Oh, incroyable, quelle transition. Qu'est-ce que je pense des antagonistes ? J'en pense du bien et du mal. Je pense du bien de Thalès. Et je pense rien de ses alliés. Tu penses rien des autres ? Je sais pas. T'as dû me dire leur nom pour que je les note quelque part, mais même là, je suis plus convaincu, tu vois. Thalès, en gros, c'est un Saiyan de basse classe, donc il correspond à la même classe sociale, on va dire, que Goku sous le nom de Kakarot sur la planète Vegeta. Il s'est entouré de plusieurs guerriers, à savoir Amando, Daizu, Kakao, Rezun et Rakasei, donc qui sont des noms de graines, hein. On a amande, soja, cacao, raisin et cacahuète. Ils s'appellent l'équipe Crusher et leur objectif, comme je l'ai dit dans le résumé, en gros, c'est de récupérer les fruits de l'arbre de puissance pour mettre sa rouste à Freezer et devenir les vrais méchants de l'histoire, quoi. Alors bon, dans les faits, je suis assez d'accord avec toi. Thalès, il est super sympa. Super sympa, j'ai fait un barbecue avec lui l'autre jour, vraiment gars en or, quoi. Super Saiyan, super sympa, tu sais. Mais par contre, tous les alliés là dont je vous ai donné les noms et que vous avez oublié instantanément parce que à part faire un mix sur une table d'apéro, ça sert à rien. C'est des gonzes, ils sont là. Ils ont des attaques spéciales, on sait pas trop. Ils ont des designs qui sont très inégaux. On peut peut-être décrire un peu... Ouais, vas-y, si tu veux, je te laisse les décrire. Donc on a Amando, qui est un grand gaillard façon Nappa, mais avec des cheveux et une tresse indienne. Alors voilà, il a une vibe très amérindienne et il a la peau rouge. Moi, je trouve ça un peu chaud. Et voilà, il porte un sarouel et il peut faire Crash Bandicoot, hein, il tourne sur lui-même pour dévier les attaques. Un peu claqué. On a Daizu qui est une espèce de prince un peu dandy qui a des boucles d'oreilles, mais en fait voilà, il est très très peu montré. Je sais même pas quoi en dire de ce gaillard. C'est un prince Vegeta cross Zabon low cost, quoi. Enfin, y a rien à dire, ouais. On a Kakao, alors c'est peut-être l'allié que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est une espèce de limace dans un mecha. En tout cas, c'est voilà, une espèce d'alien rouge dégoulinant qui a une armure un peu cybernétique. Enfin, en tout cas, on sait pas trop si c'est lié à sa chair ou si c'est son armure, on sait pas trop. C'est le seul perso que j'ai trouvé sympa dans les antagonistes.
secondaire. Bah, en fait, il a un côté Earthworm Jim. Il a un côté ver de terre dans une boîte en métal. C'est très bizarre. Et puis, il y a 2 jumeaux, Raisin et Rakassei. Alors moi, Lakassei, j'avais noté. Mais voilà, ce sont 2 paires de couilles violettes. C'est des jumeaux qui font des attaques genre tu m'as vu, tu m'as pas vu, t'as cru c'est mon frère, mais en fait c'est moi. Ouais, c'est le cirque du soleil ultra chiant, quoi. C'est ça. Et voilà, bon, c'est pas des persos très intéressants. Les 5 sont assez insipides. Mais en fait, moi, vraiment, ce que j'ai trouvé absolument insipide, c'est que les scènes de fight sont... c'est vraiment du fanservice. C'est-à-dire que tu vas avoir, à partir du moment, à la moitié du film, où les guerriers Z se réunissent au pied de l'arbre pour se taper, tout ça est assez insipide, d'autant plus que les fights se réduisent à une attaque spéciale. Franchement, on dirait du Dokkan Battle, c'est bon, quoi. On les a assez vus, les animations. On s'en branle. Putain, le couperet est tombé, quoi. On s'en branle. Bah ouais. Très bien. Et juste avant de reprendre la discussion sur les antagonistes du film... je voulais juste évoquer un truc moi qui m'a bien plu en fait, c'est qu'il y a 2 vaisseaux spatiaux. Alors d'abord une sonde, celle qui provoque l'incendie, hein, la petite araignée en fait, on sait pas trop ce que c'est et on sait pas trop non plus sa taille, mais beaucoup plus petit que ce qui semblait être au début du film. Voilà, une petite sonde, un petit drone, et puis le vaisseau de Thalès, beaucoup plus grand. Et là j'ai trouvé l'intérieur top. Ça faisait très bip bip la science-fiction quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de ces vaisseaux. J'aurais bien aimé voir le vaisseau de Thalès davantage en fait. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup l'intérieur. Même la façon dont l'intérieur du grand vaisseau est mis en scène, c'est super intéressant parce que c'est toujours mis en scène autour de Thalès. Soit des plans qui sont cadrés derrière lui avec son regard vers le hublot et donc il y a un espèce de grand plan large sur l'intégralité de l'intérieur du vaisseau avec son équipe qui est au centre en train de chiller. Soit c'est des plans qui vont se resserrer petit à petit et qui vont toujours tourner autour de Thalès et... En fait, le personnage devient indissociable de son vaisseau quoi, pendant toute la durée de présentation du personnage. Et du coup, ça pose vraiment une ambiance, comme tu disais, très bip bip la SF, le capitaine de vaisseau, qui fonctionne bien en fait. Ça fonctionne très bien dans le film. Bah, la présentation de Thalès, elle est vraiment terrifiante. Déjà, justement, en fait, ces scènes dans le vaisseau permettent de restituer un peu le mystère autour de Thalès. On sait pas qui c'est, et pourtant, dès sa première apparition, on l'entend, on voit très bien en fait qu'il a la même voix que Sangoku. On peut juste préciser dans le feu là, de la discussion que le film s'appelle Le combat fratricide en version française, mais à aucun moment Thalès n'est le frère de Goku. C'est un truc qui a été rajouté pour, on va dire, pour la distribution française du film, alors que dans la version originale, c'est des personnes qui sont de la même extraction sociale, mais qui n'ont pas mais qui n'ont visiblement pas de lien de parenté. C'est une explication d'ailleurs que je trouve absolument tirée par les cheveux, mais bon, si ça permet de développer ensuite un propos sur l'altérité, etc., pourquoi pas, tu vois. Extraction sociale, c'est quoi? C'est genre tu prends une calotte comme les scientifiques et tu dis ah ça c'est du prolo. Alors Thalès, voilà, donc c'est pas son jumeau officiel, mais en tout cas il ressemble à Goku trait pour trait, mais il y a quand même quelques différences moi qui m'ont pas mal plu. Alors un peu comme Goku Black, il a la peau un peu plus mate, presque grise pour Thalès. Tu sais, t'as l'impression en fait qu'il est comme l'arbre, qu'il est totalement desséché et qu'il attend que à renaître un peu. J'ai trouvé qu'il y avait un peu cette sensation un peu vampire quoi. Il est très minéral. Il a un côté très sharp, très minéral, ouais. Ouais, il a un côté minéral, c'est vrai. Donc comme tu le disais plus tôt, l'intention de Thalès en fait c'est de faire pousser l'arbre tout puissant, le Shin-Seiju, pour en recueillir les fruits après que cet arbre ait ponctionné toute l'énergie vitale de la planète. Donc là, on le voit dans le film, hein, en fait, il suffit de planter une graine qui explose et en fait, fait popper des branches extrêmement rapidement un peu partout. Et en fait, voilà, l'arbre, là, on comprend pas bien sa taille, mais en tout cas, il fait quelques kilomètres de haut et prend quand même une immense place sur la planète. Il y a plusieurs plans vraiment très grands qui nous montrent ça. Alors souvent, ça donne lieu à des plans magnifiques, avec notamment un plan mémorable où le dragon assiste à la naissance de l'arbre, il me semble. En tout cas, il se balade près de l'arbre alors qu'il vient juste de pousser. Et voilà, c'est extrêmement imposant. Et les fruits du Shin-Seiju, donc, sont censés... permettre à Thalès, comme tu le disais, de vaincre Freezer et donc de devenir l'empereur de la galaxie à son tour. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant avec ce concept d'arbre gigantesque, c'est qu'en fait, il recycle tout un tas de mythes d'un arbre-monde. Alors, je pense à l'Yggdrasil dans la mythologie nordique,
mais je pense aussi à Naruto, et là dans ce cas je peux pas trop en dire, j'en dirai pas plus, mais voilà, pour ceux qui connaissent Naruto, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quelque chose de super intéressant de voir traité dans Dragon Ball. C'est là aussi un peu comme le robot des glaces, une espèce d'anti-Genkidama, je trouve, Ouais. parce que ça ponctionne l'énergie d'une planète, alors que Goku, comme d'habitude, il fait des crowdfunding. Disons que c'est un autre type d'opposition, parce que là, on a vraiment un objet qui lui-même est naturel, et donc on reste un peu dans le cercle de la nature, même s'il est planté par l'homme et que finalement la récolte est faite de la main de l'homme, un peu comme le Genkidama serait un fruit de lumière. Ça change du robot des glaces qui, lui, est 100% cybernétique, quoi. C'est vrai. Mais c'est quelque chose, en fait, l'entité gigantesque qui écrase une planète, c'est quelque chose qu'on retrouvera notamment plus tard dans 100 000 guerriers de métal, avec le Guet-d'Ester. Mais en tout cas, voilà, c'est une thématique commune, mais l'avoir traité sous l'angle de l'arbre tout-puissant, c'est vrai que le côté naturel est assez intéressant. Et c'est quelque chose, alors personnellement, moi que j'aime beaucoup dans les œuvres japonaises notamment, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est lié, c'est que les arbres nous sont montrés comme justement n'étant pas quelque chose de forcément naturel, mais quelque chose plutôt de minéral. Et je trouve que la manière de filmer, la manière de montrer justement les racines qui brisent les immeubles, qui brisent les rochers, qui s'insinuent un peu partout, comme si c'était un séisme ou encore une fois une catastrophe naturelle. Je trouve qu'on a même un feeling un peu dune, tu vois, avec des vers gigantesques qui creusent le sol et tout. Ouais, les tentacules... Et on a également ce plan dans une ville où on a un petit garçon qui tient un ballon rouge, qui assiste totalement ahuri devant ce spectacle. Et à la toute fin du film, lorsque justement Goku essaye de faire un Genkidama, mais qui se rend compte que la planète est détruite et qu'il n'y a plus vraiment d'énergie à tirer, on retrouve ce petit ballon rouge accroché à une branche, donc symbole esthétique pour montrer l'absence du garçon, parce que s'il y a le ballon, où est le garçon? Et voilà, et bon, on a aussi deux, trois petits plans comme ça, avec une biche qui s'effondre et tout, alors là j'ai pleuré. Il y a vraiment une grosse vibe post-apo, ça fait un peu Akira en fait, il y a un peu ce délire, l'intro d'Akira, je sais pas si vous vous en souvenez, sinon n'hésitez pas déjà à regarder Akira parce que c'est trop cool. Et ensuite en gros au tout début du film, il y a une espèce de scène avec une bombe qui est le déclenchement du film, qui va raser une ville comme ça avec un plan vu de dessus. Et ça me rappelle un peu ça, ça me rappelle un peu cet aspect très post-apo qu'ont ce genre de production cinéma, quoi. Et donc ce côté très dramatique qu'on va avoir du monde détruit, on passe rapidement dessus, mais la musique, l'habillage musical de l'épisode va dans ce sens. Elle est très dramatique, elle est très lourde. On entend à la fin du film le thème du Genkidama qui est un thème récurrent, mais même là il n'arrive pas à apporter de la lumière. En fait il apporte juste une tension supplémentaire dans l'épisode. Je trouve qu'il y a vraiment un glissement de la musique très guillerette qu'on va avoir avec la forêt vers des thèmes qui sont beaucoup plus sombres mais qui restent dans ce cadre très forestier, mais là on s'enfonce en fait quelque part dans une forêt qui a repris le contrôle de la terre. Et je sais pas, j'aime bien ce côté très boisé de la bande-son qui fait ressentir quelque chose en fait qui relève de la mélancolie mais qui relève aussi de l'urgence. Et j'aime bien cette ambivalence, en tout cas dans le traitement musical du film. J'aime beaucoup le thème principal qu'on entend à l'apparition de Thalès, mais également plus tard lorsque le Genkidama se fait, lorsque justement on voit la planète mourir. C'est très 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 dramatique, quoi. C'est très très lourd en émotion. Le compositeur c'est toujours Shunsuke Kikuchi. Et je trouve que le travail est impeccable, ça marche super bien. Donc ouais, la bande-son du film est plutôt réussie. Hein. Et juste pour conclure sur le Shinseiju, je voulais juste rappeler que c'est le seul élément du film qui a été dessiné par Toriyama. On a retrouvé des planches de travail de Toriyama qui contenaient cet arbre. Et c'est un arbre qui va notamment inspirer l'arbre des Kaio dans Dragon Ball Super, avec l'idée que les dieux en fait poussent et sont eux-mêmes des fruits. J'aime bien cette idée qu'il y ait une filiation entre le 3e OAV et Dragon Ball Super 25 piges plus tard. Je voulais juste revenir un peu sur Goku, en fait, qui se bat contre les 5 alliés de Thalès, puisqu'en fait, il va être contraint d'utiliser le Kaioken.
Et j'ai trouvé que c'était le lieu d'une scène assez intéressante où justement Goku va devoir éviter les attaques. Il y a des plans assez somptueux, c'est plutôt bien animé, il va esquiver, il va vraiment faire du 1 contre 5. Et il y a une espèce de plan en vue du dessus où en fait il va effondrer les 5 gars d'un seul coup qui vont tomber en même temps tous autour de lui. Et en fait ça permet de statuer sur la force de Goku à ce moment-là, quoi. C'est sympa parce que c'est un plan qu'on pourrait tout à fait retrouver dans un film de sabre, quoi. Une attaque éclair et les mecs en Chambara mode qui tombent par terre, coupés en deux, quoi. Alors on en a pas mal discuté avec Ika en préparant l'émission et on a trouvé qu'il y avait un thème qui se dégageait particulièrement de cet épisode, à savoir l'identité. Alors il y a plusieurs personnages qui sont en quête d'identité dans ce film. On a pas mal déjà parlé de Thalès, le fait que ce soit un personnage de basse classe, qu'il soit le double de Goku, qu'il se ressemble beaucoup. Mais de manière plus générale, c'est intéressant parce qu'on peut parler de ce que c'est qu'être un Saiyan. Thalès, pendant tout le film, à chaque fois qu'il se confronte à Gohan, par exemple, il va lui dire on est une race de fiers guerriers, il va le forcer à se transformer en singe géant. Et à ce moment-là, on a vraiment ce côté brutalité Saiyan, quoi. Alors que Goku et Gohan, eux, ils sont plutôt dans l'attitude on est des terriens, on se bat pour autre chose que pour la violence et la puissance brute. La confrontation d'identité entre Thalès et Goku, c'est vraiment l'idée que Thalès soit un guerrier il va en ligne droite, il écrase tout ce qu'il trouve, alors que Goku, lui, il va être beaucoup plus Swifty, avec, voilà, par exemple, quand on parle d'opposition pendant le combat entre Goku et Thalès, Goku il met des petits coups avec le Kaioken, il fait des galipettes, etc. Alors que Thalès, lui, c'est des grosses patates. D'ailleurs, les coups, la brutalité des coups est ultra bien retranscrite dans le film. Ouais, la brutalité des coups, elle est extraordinaire dans ce film. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu lors des affrontements. Déjà, les enchaînements de Thalès, je les trouve légendaires. Là aussi, peut-être parce que je suis matrixé par les jeux vidéo qui, en fait, leur ont vraiment rendu hommage. Typiquement, quand Thalès défonce Piccolo, il lui met une droite, ensuite un coup de genou, et puis il lui envoie une boule de feu alors qu'il est à même le sol. C'est extrêmement brutal. Thalès est vraiment sans pitié. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Alors déjà parce que l'animation insiste beaucoup sur des pauses, donc sur des images clés, pour parler d'animation. Donc en fait, c'est des moments un peu fixes qui durent un tout petit peu plus longtemps que les autres images et qui permettent d'avoir une impression vraiment plein la rétine d'une image. Et en même temps, ça s'accompagne de mouvements de caméra, de tremblements de caméra, comme si le sol venait de trembler. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment beaucoup plu. Tout ça pour dire que, en effet, Thalès, il est brutal, et en fait, c'est rattaché à son identité de Saiyajin, quoi. Et ça, j'ai trouvé que le discours du film sur un mec qui est convaincu que sa race est supérieure, etc., et qui, justement, a un complexe d'infériorité vis-à-vis de ça, sa brutalité, elle permet de retranscrire tout ça visuellement, en fait. Ouais, c'est très très juste. Et puis même le fait qu'il essaie de convaincre, de rentrer dans la tête de Gohan et de lui dire vraiment accepte ta part animale. C'est un truc qui est marrant, quoi, parce que d'ailleurs, ça sort vraiment de nulle part, le fait qu'il arrive à faire repousser la queue de Gohan et qu'il arrive à mettre la lune artificielle, parce que c'est des capacités que seuls les Saiyans de haute classe, on va dire, arrivent à produire. Et donc là, c'est marrant parce que d'un côté, il arrive à transgresser lui-même les propres règles de classe qui sont inhérentes à la race Saiyan, quoi. Donc c'est vraiment un espèce de guerrier qui, comme Goku, dépasse les règles du jeu de la planète Vegeta, quoi. Et ça fait vraiment un personnage plus riche que ce qu'on pourrait attendre d'un mec qui est juste là à mettre des tatanes à l'infini et à raser tout ce qui traîne, quoi. Il y a vraiment des petites précisions dans son écriture, dans la mise en scène, comme tu disais, que ce soit de ses attaques ou que ce soit de la façon dont il est présenté, comme on en parlait un peu plus tôt, qui rendent le personnage d'une part très charismatique et de l'autre très pointu, très précis. Alors comme tu le disais, c'est Thalès qui va forcer Gohan à se transformer en singe géant. Alors pareil, je te rejoins, je comprends pas du tout d'où ça sort, cette histoire de Gohan qui a la queue qui repousse à ce moment-là. C'était l'impression que c'est comme si il suffisait de le dire pour que ça arrive. J'ai trouvé ça un peu claqué. Et en fait, c'est Gohan qui aime tant les animaux, va être transformé lui-même en animal
Parce que Thalès essaye d'en faire son larbin, en fait, il essaye de l'enlever à Goku pour l'éduquer et rappeler à Gohan que son destin, c'est de taper des trucs et de conquérir des planètes. Donc Gohan se transforme en singe géant, il s'en prend à son père, et tous deux tombent dans une grotte. Et du coup, c'est une scène qui est assez intéressante, parce que en fait, Gohan va devenir fou et taper tout ce qui bouge vu qu'il est singe géant, et Goku va essayer de le raisonner. Il y a notamment ce petit passage où Gohan écrase Goku entre ses mains et Goku ouvre sa mâchoire et sa gueule de ouf. Je trouve ça marrant, ça m'a fait penser au fight contre Vegeta, tu sais, il y a cette case précise du manga où Goku il a la mâchoire qui fait 180 degrés quoi. Et justement, ce qui va calmer Gohan, c'est la présence du dragon qui va lui taper Cosette en langue de singe. Et là, Gohan, il pose son père et puis il va prendre le dragon. Et tu sais, le dragon prend le temps de... Hop, il descend des mains de Gohan. Et puis Gohan va s'allonger. Ah putain, c'était trop mignon. Et ouais, comme un enfant avec les pieds en l'air. C'était adorable ce plan. Et justement, j'ai trouvé ça assez intéressant comme manière de... Tu vois, il y a un double discours. Il y a un discours à la fois sur le côté Gohan, c'est certes un Saiyajin, mais il sait se tenir, et en fait, son amour pour les animaux et sa partie humaine fait qu'il arrive à dépasser sa nature Saiyajin, mais en même temps, ça permet de réaffirmer l'identité de Gohan, parce que depuis tout à l'heure, on vous parle de l'identité de Thalès, mais l'identité de Gohan, c'est que c'est un amoureux des animaux, en fait, et c'est ce qui causera notamment plus tard tout le discours de C16, la transformation en SSJ2 et tout, mais en fait, elle vient pas de nulle part, en fait. Ouais, mais c'est un peu ce que je trouve surprenant avec le statut de Ozaru de manière générale, quoi. Est-ce que les Saiyans adultes peuvent contrôler en étant singe géant? Parce que je me souviens de Vegeta singe géant, par exemple, au début de Dragon Ball, ou même, là pour le coup, on est dans le pas canon du pas canon, mais dans GT... voilà, ils se transforment en singe géant. Mec, c'est chaud. Il me semble qu'ils ont un minimum un contrôle. Oui, non, mais voilà, je parle de GT parce que moi j'aime bien GT, mais bon, on va pas me jeter la pierre. À chaque fois que les singes géants adultes font des trucs de singes géants adultes, on a l'impression qu'il y a un contrôle, alors que Goku enfant et Gohan enfant, pour le coup, ils ont aucun contrôle. Et je trouve ça assez exceptionnel qu'on ait un Gohan enfant sous contrôle d'Ozaru, quoi. C'est vraiment un truc qui... je sais pas, qui enrichit le perso, qui enrichit le lore aussi, parce qu'on se pose un peu la question de comment ça fonctionne ce statut de singe géant. Et enfin, dernier point de notre discussion, évidemment la conclusion, véritable confrontation des identités entre Thalès et Goku. D'un côté, un Saiyajin donc extrêmement brutal, conquérant et malveillant, qui fait donc face aux défenseurs de la Terre, puisqu'il l'a promis à Gohan, par ailleurs. Et donc Goku, voilà, Saiyajin devenu terrien. Et donc voilà, il y a deux Sangoku, un maléfique et un Goku bienveillant. Il faut résoudre le problème, c'est le problème du double. Et cette scène finale, donc après un Genkidama, comme tu l'évoquais dans ton résumé, qui échoue. Et ensuite, voilà, il va donc puiser Sangoku l'énergie du Genkidama plutôt dans l'arbre tout-puissant. Et on a donc un duel à la western. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est un moment, voilà, plein de tension, où il y a des jeux de regard, on fait des gros plans sur les yeux, et puis on va également avoir des plans qui sont issus des westerns. Alors là, j'invente rien, hein. On a des plans holster qui montrent la main de Goku le long du corps et au niveau de la hanche. Et en fait, ça, c'est un plan, c'est un cadre qui est très utilisé dans les westerns pour montrer justement l'ennemi dans le fond de l'image, et puis au premier plan, le protagoniste qui a la main prêt à dégainer son revolver. Et ben en fait, on a exactement le même plan à plusieurs reprises entre Thalès et Goku qui se fixent et qui attendent le moment opportun pour frapper. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette scène, Zef? Je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai jubilé devant mon écran. Vraiment, les 15 dernières minutes du film, à partir du moment où Goku entend les voix de ses potes, fait le Genkidama, échoue, et ensuite voit la lumière et se lève et part, il y a une espèce de... pas de rédemption, mais une espèce de résurgence du perso, il se lève, etc. Il y a une montée en puissance, en fait, qui mène vers ce duel, vers cette seconde où Goku lance le deuxième Genkidama, qui part vraiment, pour le coup, comme un coup de feu, quoi. Il n'y a pas ce côté très lent et très rond qu'on pouvait avoir dans le deuxième film. Là, c'est vraiment un truc qui claque et qui frappe instantanément. Cette montée en tension là, entre les deux persos, j'ai vraiment trouvé cette scène extraordinaire. Enfin, c'est ma scène préférée du film, hein, très clairement. Je sais pas, toi, si c'est ta scène préférée, mais c'est vraiment la scène qui m'a rendu fou. Je l'ai trouvé géniale.
J'ai trouvé génial le fait que ça arrive à concentrer tant d'émotions et tant de justesse au niveau de ce qui avait été présenté auprès des personnages enfin je sais pas, la scène doit faire 25 secondes, un truc comme ça. C'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment une scène virtuose, quoi. Alors moi j'ai des sentiments un peu confus. Je sais pas quoi en penser. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu le film, j'ai trouvé je le dis sincèrement, les 15 dernières minutes du film, je me suis fait chier. Ouais, tu me l'avais dit. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé que alors déjà moi le Genki Dama, je vous le dis honnêtement, c'est une attaque qui voilà, bon, c'est bon, j'ai compris quoi. Elle arrive tout le temps et j'espère que dans la suite des OAV, ce sera pas la résolution systématique parce que ça devient un peu éprouvant. Mais je te coupe juste là-dessus. Ce que je trouve sympa, c'est que justement la résolution par le Genki Dama prenne une forme qui soit pas celle qu'on a conventionnellement, quoi. Je pense vraiment que le côté western met en valeur l'affrontement et met le Genki Dama presque au second plan. Bah, c'est ce que je me suis dit en revoyant le film en fait. C'est-à-dire que la première fois j'ai trouvé les 15 dernières minutes très longues et un peu pénibles. Je me suis dit putain mais l'OAV il manque de fight, Thalès il se bat à peine. Et en revoyant le film pour enregistrer un peu plus tôt ce matin, bah, j'ai trouvé ça en fait vraiment réussi comme tu le dis. Je suis assez convaincu par ce que tu dis sur le côté explosif, sur le côté virtuose en fait de l'animation et même le rythme. Tu vois, ensuite tu vois l'arbre qui explose. T'as une espèce de neige en or, de retour à la normale, les fruits qui se dissipent, l'énergie qui est restaurée de la planète, et vraiment j'ai trouvé qu'il y avait un retour à la situation initiale qui était très beau. Alors voilà, on a un peu fait le tour de ce qu'on avait à dire sur le combat fratricide. J'espère en tout cas que notre discussion vous a éveillé à certains points précis du film. En tout cas, voilà, moi ça faisait très très longtemps que je l'avais pas revu. Je crois que je l'avais vu voilà, quand j'étais vraiment tout jeune ado. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Je sais pas trop ce que j'en ai pensé finalement. Je crois que j'ai bien aimé finalement en le revoyant. Mais comme dit, j'étais pas séduit ni par la fin ni par le reste du film au premier visionnage. Et toi, Zef, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je suis assez partagé aussi, je trouve que le scénario globalement est éclaté au sol, donc j'en ai tiré aucun plaisir, mais le développement des personnages principaux était sympa, le combat final je l'ai trouvé absolument génial, enfin en tout cas j'étais à fond dedans, mais voilà ouais je suis un peu pas déçu, mais je suis un peu, je me demande un peu voilà, est-ce que j'ai adoré, est-ce que j'ai pas adoré, j'ai pas détesté, je suis content de l'avoir vu quoi, parce que voilà ça me remet en tête Thalès qui est pour moi quand même un des personnages antagonistes les plus charismatiques des OAV. Je suis assez content d'avoir maté le combat fratricide quelques années après l'avoir vu comme toi, gamin, probablement sur NT1, en prenant mon petit-déj. Et pour conclure, juste avant la fin de l'émission, je pense qu'on peut laisser la parole à Ika, qui va dans la Minute Shenron nous parler cette fois-ci de la question du double dans Dragon Ball. Alors on l'a évoqué dans l'épisode, Thalès n'est pas le frère de Sangoku. C'est un Hawks de la version française qui se retrouve jusqu'au titre, le combat fratricide. Pas de meurtre de frère s'il n'y a pas de frère, c'est simple. Personnellement j'y ai cru longtemps, très longtemps, et je pensais qu'en revoyant l'OAV, j'aurais une confirmation franche que c'était un frère perdu loin de la trame principale. Bah en fait que dalle, ce sont des Saiyajins, ils ont des cheveux hirsutes, des biscottos et une queue de singe. Sauf que la ressemblance, trait pour trait, de Goku et de Thalès n'est plus du tout fondée s'ils sont même pas cousins. Alors pour cette Minute Shenron, je vais vous causer de ressemblances, de jumeaux et de 2 et 2 font 1, enfin un truc pas clair de DBZ. Alors dans l'OAV, on a l'Akasai et Raizen, les jumeaux à tête de couille. Mais surtout dans DBZ, y a des vrais faux jumeaux, de vrais faux humains. C'est 17 et c'est 18. Frères et sœurs privés de leur humanité par le docteur Gero, qui en a fait des machines à tuer. Toujours dans les cyborgs, C16, conçu à partir du fils de Gero, et les Cell Junior, fratrie inutile, mais bon, faut dire que l'arbre généalogique d'une cigale, je m'en branle. Les cyborgs ont donc bien un modèle, ils sont la copie mécanique d'un être disparu, et d'un point de vue identitaire, c'est un sacré bordel dans leur Kokoro. Alors ce chara-design industrialisé, c'est une marque de fabrique dans DBZ. On pense aux familles Saiyan, Goku Junior qui est une copie conforme de Goten, qui est une copie conforme de Goku, qui est une copie conforme de Bardock, bref c'est la même chose pour Vegeta, et cette ressemblance Saiyan, poussée à l'extrême avec Thalès, ça reste un des plus grands mystères de Dragon Ball Z. Déjà que ceux qui connaissent pas le manga confondent Yamcha et Goku, on n'est pas rendu. Hein. Plus généralement, on a la famille Cold, des glandus aliens à cornes qui ont l'air de muter. Et puis Beerus et Champa, dont la seule différence c'est qu'il y en a un qui chie de l'eau. Alors ça, c'est les clans de DBZ. Et j'en zappe, hein. Mais cette longue description, c'est surtout pour rappeler l'identité du manga, qui n'hésite pas à poser des modèles forts sur lesquels il va pouvoir créer des variations à l'infini.
et donc des épisodes à la chaîne. Il y a qu'à voir le délire des univers parallèles, hein, toujours dans les dernières parties de Dragon Ball Super. Les jeux, eux, ils ont pas attendu pour pondre des histoires de futurs alternatifs quantiques claqués. Et là, je pense au mode scénar de Dragon Ball FighterZ ou tout le délire de Xenoverse. C'est comme le Swap Color, hein, ça dégage. Sauf un double épisode filler de Dragon Ball Super qui se déroule sur la planète Pot-au-Feu. Et là, j'invente rien. Ça met en scène une sorte de slime violet dégueulasse qui duplique Vegeta. Alors c'est un épisode assez frais, hein, big up à Vegeta qui est forcé de sucer une tétine pour se préserver d'un maléfice. Bon alors j'ai assez joué au jeu des 7 différences. Faire une liste exhaustive c'est chiant et pas très intéressant. Mais je voulais cela dit revenir sur quelques points qui m'intéressent dans cette question du jumeau, du clone, en bref du double. Le double, ou en bon germain le mythe du doppelganger, c'est une figure essentielle. Ah, il sort ses meilleurs accents quoi. C'est une figure essentielle dans la littérature fantastique, au cinéma, bref dans tout type de fiction. Vous le connaissez cet imaginaire, il est tout le temps utilisé. Ça peut être l'invasion des profanateurs de sépultures, où les humains sont remplacés progressivement par des aliens imitant leur apparence aux cheveux près, presque tous les films de Lynch, ou Naruto sous la cascade. Bref, la figure du double, ça recouvre vraiment un tas de trucs. Dark Link, Wario, Zoé Deschanel et Katy Perry, Baby Vegeta, ou plus étrange encore, soi-même. Quand Trunks enfant rencontre Trunks du futur lors de l'arc Zamasu dans Dragon Ball Super, ça donne lieu à des scènes mignonnes où il imagine son futur, où il se demande comment il va faire pour arriver à devenir l'homme qu'il a devant lui. La figure du double, c'est un miroir tendu, qu'il vienne du futur ou d'ailleurs. Et quand Piccolo, se croyant être un démon solitaire, quoique déjà divisé en deux, rencontre les Namek, bah c'est une révélation. Alors l'exemple chimiquement pur, c'est Black Goku. Alors pour la faire rapide, c'est en réalité Zamasu qui a dérobé le corps de Goku avec les Dragon Ball dans une autre timeline. Franchement, suffisait de demander à Ginyu. Black Goku permet donc de recentrer la question de l'identité. Ça n'est pas Goku, il lui ressemble pourtant trait pour trait. Parce que ce qui détermine Goku, c'est son histoire faite de combat. Et Black Goku, lui, il capte pas. Pourtant, Vegeta, il lui explique très bien dans un moment légendaire un coup de patate furieuse jusqu'à l'enterrer dignement entre un bâtiment de la CAF et un kebab de la ville de l'Ouest. Belle sépulture. Pour finir sur le film du jour, Thalès, c'est le double de Goku. Ça n'est ni son frère ni son clone, et pourtant il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est le Goku qui ne s'est pas cogné la tête, c'est un Goku alternatif, qui montre ce qu'il aurait été s'il avait suivi sa destinée de conquérant. En bref, Thalès, c'est un parfait inconnu qui n'a, dans la grande histoire de DBZ, qu'un seul but. Rappelez que le héros n'est pas Kakarot, mais le terrien Sangoku. Voilà qui conclut ce 3e épisode de Capsule Z. On espère qu'il vous a plu. Vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook avec le @CapsuleZPodcast, tout attaché. On est toujours disponible sur Acast, iTunes, Spotify, YouTube. N'hésitez pas donc à partager sur toutes les plateformes que vous voulez le podcast à vos copains et à ceux qui aiment ou ne connaissent pas Dragon Ball Z. On se donne rendez-vous dans 2 semaines à 18h pour le prochain épisode de Capsule Z. Et comme d'habitude, Zef, tu nous as choisi un petit morceau pour conclure en musique. Alors une fois n'est pas coutume, on s'est dit que le meilleur morceau possible à passer, ce serait le générique de fin du film. Et cette fois, il s'agit de Maru Togo, composé par Kyoka Chiyo, donc la compositrice de Shala et Shala, et interprété par Kageyama Hironobu et Ami, un personnage mystérieux qu'on va retrouver dans d'autres endings. Voilà, pour ce qui est de Capsule Z, cette fois, c'est tout pour nous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans une prochaine émission. Allez, salut! Salut!